Il faut rappeler que pour la stabilité du monde, la sécurité alimentaire et la production agricole sont des éléments clés. Je crois que la nouvelle décennie qui s'ouvre sera une décennie des extrêmes, politiques, économiques, sociaux, mais aussi climatiques et environnementaux. Il va falloir nourrir une population toujours plus croissante. Chaque jour, c'est 230 000 personnes qui s'ajoutent à la table du monde. Il va falloir aussi satisfaire une demande très diversifiée, avec des pouvoirs d'achat très différents. Des gens qui pourront consommer des biens alimentaires d'une plus grande qualité et d'autres qui auront besoin de se nourrir simplement chaque jour. Il s'agira donc de politiques qui vont pouvoir soutenir les agriculteurs et les agricultrices pour produire une nourriture de qualité, stable et en quantité dans le temps. Il s'agit de partager la valeur ajoutée, partager le produit de la production agricole alimentaire entre les producteurs et les acteurs de la filière agroalimentaire, épargner les ressources naturelles, épargner aussi l'empreinte que l'on fait sur le climat et bien entendu épargner la production alimentaire dans la mesure où encore aujourd'hui un tiers de la production est perdu ou gaspillé. Et pour compléter ce que Mathieu vient de souligner, ce qui est très important de rappeler aussi d'un point de vue pédagogique, c'est que en fait, les mondes agricoles doivent nourrir une population plus nombreuse, plus exigeante, plus soucieuse de sa santé, mais qui cherche aussi à réduire l'empreinte environnementale de ses comportements alimentaires. Il faut donc permettre aussi aux agricultrices et aux agriculteurs partout sur la planète de produire avec des outils contemporains. J'entends par là que d'abord la question de leur revenu est indispensable. Des agriculteurs qui n'ont pas de bons revenus, ce sont des agriculteurs qui sont soit en manque de production et de capacité de satisfaire des clients et des besoins, soit des agriculteurs qui ne vont pas pouvoir dans le temps poursuivre leur métier et transmettre aussi leur exploitation ou leur entreprise. Au-delà des revenus, c'est la question aussi des outils scientifiques, techniques qui vont être mis à disposition des agriculteurs partout dans le monde, avec évidemment une juste frontière à trouver entre des innovations pour lesquelles il faudra être attentif pour qu'il n'y ait pas d'excès et de dérive à travers la science. Et en même temps, il faut, comme par le passé, donner aux mondes agricoles, qui sont au cœur du vivant, des outils qui leur permettent de faire de l'innovation, mais de l'innovation juste, appropriée, pour, encore une fois, produire plus et produire mieux. Et puis, au-delà des prix, des revenus et de l'innovation, il y a aussi bien sûr la question des politiques publiques. Mathieu a souligné énormément de dynamiques qui vont challenger les mondes agricoles. Sans politique publique, les agriculteurs partout dans le monde sont plus exposés aux volatilités, aux chocs, aux incertitudes. C'est-à-dire que les politiques publiques autour des questions agricoles restent indispensables, que ce soit dans des nations émergentes ou dans des puissances établies d'un point de vue agricole comme celle en Europe. Nous avons besoin de politiques publiques qui accompagnent en fait cet entrepreneuriat agricole, cette innovation agricole, encore une fois, pour satisfaire des demandes sociétales extrêmement vives, extrêmement volatiles et pour lesquelles les mondes agricoles sont engagés afin de solutionner à la fois les enjeux géopolitiques de la stabilité alimentaire mondiale, mais aussi cette production qui doit s'améliorer par rapport à ses empreintes environnementales. Quand on réfléchit à l'agriculture demain, il faut avant tout regarder les puissances qui sont déjà dès aujourd'hui des acteurs extrêmement importants de la production agricole et de l'échange du commerce agricole international. Alors quelles sont-elles ces puissances qui vont continuer à marquer les marchés et à marquer la consommation? D'abord, si on regarde au plus proche de nous, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, on attend énormément quand on est agriculteur, agricultrice en France, en Roumanie ou ailleurs, de connaître l'avenir de la politique agricole commune, qui est une des seules politiques qui touche l'ensemble des citoyens et des consommateurs européens. Donc l'Union européenne, on attend de savoir quel sera ce nouveau souffle que va influer la Commission européenne. L'Union européenne est attendue aussi pour ses voisins, méditerranéens notamment. L'Afrique du Nord dépend au moins en partie pour sa sécurité alimentaire de la production de céréales et d'oléagineux européens. Ensuite, il faut regarder un peu plus loin que l'Union européenne, vers la mer Noire, la Russie, l'Ukraine, mais aussi la Roumanie, bien entendu. Ces pays-là ont déjà marqué la décennie 2010-2020 en termes de production agricole. La Russie de Vladimir Poutine a largement investi à la suite du blocus et des sanctions et des contre-sanctions, a largement investi le secteur agricole pour en faire un fleuron de l'économie russe et de la géopolitique. On le voit dans ces liens très forts qu'il entretient avec les pays arabes méditerranéens.
La mer Noire, ce sera certainement un important producteur de céréales pour le monde entier, en exportant à la fois, bien entendu, de la matière, mais aussi de la diplomatie. Donc ne pas oublier l'importance diplomatique de ces céréales et cette production agricole. Un autre acteur important en termes de puissance, si on regarde toujours un peu plus loin, c'est la Chine. Je crois qu'il faut rappeler l'importance aujourd'hui des nouvelles routes de la soie et de toute la dynamique qu'il y a autour, la volonté de puissance et de sécurité alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires de la Chine. L'actualité récente le montre bien. À chaque fois que la Chine s'enrhume ou tousse, c'est toute la planète agricole, la planète géopolitique qui ont subi les conséquences, les guerres commerciales, les conséquences de la peste porcine ou le conflit sur le soja, sont des bons exemples de ces risques qui pèsent sur le commerce et sur la sécurité alimentaire. Enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier de regarder vers le sud, notamment vers l'Amérique du Sud, avec l'émergence de ces puissances agricoles que sont le Brésil ou l'Argentine, qui sont des producteurs très importants de viande bovine, d'oléagineux, de soja, etc. Et puis, ce continent qu'on a tendance à oublier et à essentialiser, qui est l'Afrique, surtout avec l'Afrique subsaharienne, quand on sait que sa population va être multipliée par 2 d'ici quelques décennies. L'enjeu est crucial pour l'Afrique de se nourrir elle-même, mais aussi de commercer, d'échanger entre les pays africains. Je crois que la création de la zone de libre-échange africaine est un bon exemple de cette volonté de répondre, d'avoir une réponse africaine aux enjeux africains et non pas dictée par l'extérieur. L'Afrique subsaharienne, ce sera à la fois des consommateurs, mais aussi des producteurs. Il va falloir construire des filières. Et là, tout l'enjeu sera aussi d'accompagner, par les politiques de coopération, le développement agricole en Afrique. Et là aussi, ce qui est très important, c'est de regarder la complexité en fait, des questions agricoles et alimentaires qui, comme elles convoquent plusieurs disciplines, évidemment, convoquent finalement de multiples acteurs. On le sait aujourd'hui dans les relations internationales, en matière géopolitique, les États n'ont plus seuls le monopole de la puissance et de l'influence et les questions agricoles n'échappent pas à la règle. Ce qui veut dire qu'évidemment, dans les années à venir, va s'accentuer encore plus, sans doute, le rôle des entreprises, le rôle des firmes internationales ou d'entreprises au niveau national sur les affaires agricoles et alimentaires, à la fois pour orienter des productions, pour transformer des cultures, pour mettre en marché et en commerce finalement ces aliments qui sont réclamés par l'ensemble de la société. Donc c'est très important de regarder aussi l'importance du secteur privé avec un phénomène qui risque de s'amplifier également, c'est que les questions agricoles et alimentaires étant universelles, tout le monde mange sur tous les continents et tous les jours, finalement ça suscite beaucoup de convoitises, ce qui fait qu'au-delà des acteurs traditionnels du secteur agricole et alimentaire, beaucoup d'entreprises qui n'ont rien à voir avec ces métiers, qui n'ont rien à voir au départ avec ce secteur, investissent aujourd'hui dans le domaine agricole et alimentaire. L'exemple des grandes entreprises du digital et du numérique, à la fois américaines ou chinoises, montre aujourd'hui une belle illustration que quand on cherche à conquérir des marchés à forte valeur, qui sont à la fois structurels pour la planète et en même temps atemporels parce que ce ne sont pas des sujets éphémères et qui répondent à des dynamiques conjoncturelles, ces acteurs cherchent à aujourd'hui peser dans l'équation. Donc le rôle des entreprises est important, y compris le rôle d'entreprises venant d'ailleurs, venant d'autres secteurs. Mais la puissance autour des questions agricoles et alimentaires, avec la complexité que Mathieu a décrite, montre que le rôle de la société civile aussi va s'affirmer davantage. Cette société civile, c'est la pression parfois d'associations, de consommateurs, d'associations environnementalistes qui vont demander aux mondes agricoles, aux acteurs alimentaires, des comptes par rapport à leur façon de travailler, à leur façon de commercer dans le monde, à leur façon de créer de l'emploi. Et in fine, il est important de rappeler que finalement la puissance dominante sur la planète quand on réfléchit à l'alimentation et donc à l'agriculture, ça reste le consommateur. Le consommateur dans le monde, partout dans tous les pays, a pris le pouvoir, c'est lui qui dicte le marché, c'est lui qui impose de l'innovation, c'est lui qui peut parfois même boycotter des produits parce qu'une telle entreprise n'est plus en odeur de sainteté ou qui va boycotter une origine d'un pays parce que pour des raisons de relations internationales, son propre pays serait en conflictualité avec un État. Donc le consommateur,
en positif ou parfois en négatif, est capable d'orienter le marché et donc de déterminer l'avenir des productions agricoles et donc le travail de millions et millions d'agriculteurs dans le monde. Donc c'est important de le rappeler, il y a les États, il y a les entreprises, il y a l'ensemble des acteurs de la société civile, mais in fine, il y a surtout le consommateur qui, au niveau micro ou au niveau macro, reste celui qui fait souvent la pluie et le beau temps en matière agricole et alimentaire. Alors c'est important de parler du nouveau pacte vert que la Commission européenne récemment installé se propose de lancer, et le pacte vert sera finalement l'ombrelle un peu stratégique qui devrait déterminer l'ensemble des politiques et programmes d'action de l'Europe dans les années à venir. Le pacte vert s'appuie sur différents segments déterminants de nos sociétés, des territoires européens et de l'économie des différents États membres, à commencer par les ruralités et à commencer bien sûr par le secteur agricole et donc les questions alimentaires. Ce qui fait que dans le futur et les prochaines réformes de la politique agricole commune, mais aussi de la politique commune de la pêche, il ne faut pas l'oublier, on a deux politiques communautaires en Europe qui concernent les problématiques alimentaires, la politique agricole et la politique de la pêche, ce sont des politiques communautaires intégrées. Ces deux politiques vont devenir des sous-ensembles d'un pacte vert plus global qui va servir d'ombrelle à l'ensemble des initiatives. Et donc il sera important de regarder comment ces deux politiques pour la pêche et l'agriculture vont être impactées par les exigences très fortes que le pacte vert est en train d'annoncer, avec une neutralité carbone sur le continent européen à l'horizon 2050, et donc des transitions qu'il va falloir favoriser autour du secteur agricole et des productions alimentaires. Ce qui est important de souligner dans le pacte vert, je crois, c'est qu'il insiste fortement sur le côté multidisciplinaire de cette équation carbone, et au cœur de l'équation carbone, vous avez les questions agricoles, à la fois parce que le secteur est concerné bien sûr par le changement climatique, il en subit les effets, il est lui-même aussi responsable d'une partie des émissions de gaz à effet de serre, mais le monde agricole, à l'image des forêts, à travers les grandes cultures, à travers un certain nombre de productions agricoles, ce secteur est capable de stocker du carbone, et donc il faut aussi regarder tous les services rendus pour l'environnement et pour la lutte contre le changement climatique émanant du travail des agriculteurs européens. Il va falloir du coup aussi les rémunérer sans doute pour leur contribution nette au pacte vert que la Commission européenne propose. Je crois aussi qu'il faut bien voir qu'on est dans une situation, dans une période d'incertitude assez forte. Aujourd'hui, avec la sortie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, on rentre dans une période qui va être encore troublée, une période de désunion probable, et le signal envoyé par la Commission européenne de créer cette grande ombrelle dont parlait Sébastien, qui est le nouveau pacte vert, c'est avant tout une réponse politique, aussi à une opinion publique qui est de plus en plus inquiète, dubitative devant le récit européen. On a réussi à construire l'Europe, notamment grâce à la politique agricole commune. Aujourd'hui, on a besoin, les citoyens européens qui contribuent à ces politiques européennes ont besoin d'un récit et qui est organisé aujourd'hui autour de ce récit de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Les Européens et les citoyens ont surtout besoin, je pense, de certitude quant à la cohérence des politiques publiques européennes aujourd'hui. Sébastien l'a rappelé, il ne pourra pas y avoir de pacte vert sans que l'agriculture, qui est à la fois effectivement émettrice de gaz à effet de serre, mais aussi subit les conséquences du changement climatique et stocke du carbone, il n'y aura pas de pacte vert, pas de neutralité carbone, sans que les questions alimentaires et les questions agricoles soient au cœur de ces dynamiques. Alors plus de cohérence, c'est aussi un moyen de renvoyer la balle à toute la dimension commerciale de l'Union européenne, qui aujourd'hui oscille entre chantre du multilatéralisme et en même temps qui promeut des accords de libre-échange bilatéraux ou avec des unions douanières comme le Mercosur ou alors des accords commerciaux avec le Mexique, le Nicaragua et j'en passe. Tout l'enjeu aujourd'hui est bien de comprendre comment les agendas s'alignent entre un agenda de production agricole, de production alimentaire, mais aussi un agenda, un agenda climatique, de neutralité carbone et de conquête des marchés. Il ne s'agirait pas de sacrifier certains secteurs au détriment notamment de l'agriculture ou de l'élevage ou de la biodiversité pour aller conquérir des marchés alors même qu'on a un enjeu, un objectif climatique extrêmement élevé. Je crois que l'Union européenne doit repenser aussi sa politique commerciale et aligner les agendas climatiques, environnementaux et agricoles.
Il faut enfin rappeler que les agriculteurs européens, mais souvent l'ensemble des agriculteurs dans le monde, n'attendent pas forcément des prescriptions internationales ou gouvernementales pour essayer de produire mieux et de faire des efforts autour des écosystèmes naturels. Ils sont au cœur du vivant dans leur quotidien professionnel et évidemment la bonne gestion des ressources, c'est aussi pour eux une garantie de pouvoir produire et de pouvoir mener leur développement dans le temps. J'entends par là qu'il faut souligner au niveau international que les objectifs du développement durable, l'agenda mondial 2030, a, comme le Green Deal européen, fixé des objectifs extrêmement forts pour les mondes agricoles. Les agriculteurs, en fait, déjà lancés dans des dynamiques de transition, des changements de trajectoire, pour continuer à faire toujours mieux à mesure que le développement et le temps passent. Les mondes agricoles, en effet, Mathieu l'a dit, doivent être regardés au cœur de ces dispositifs, à la fois les objectifs de développement durable ou le pacte vert européen. Sans eux, on ne réussira ni l'agenda mondial, ni le pacte vert européen. Ça veut dire aussi que, à la fois au niveau de l'ONU, mais aussi de la Commission européenne, il faut absolument regarder les agriculteurs comme des protagonistes et des acteurs concrets sur ces agendas climatiques. Beaucoup de personnes en parlent, peu agissent concrètement au quotidien. Les mondes agricoles sont souvent un peu critiqués par rapport à leur empreinte environnementale. Il est important vraiment de regarder qu'à côté de leur empreinte, ils ont aussi beaucoup de solutions et innovent en permanence. Et eux, plus concrètement que beaucoup d'autres secteurs d'activité, agissent aujourd'hui pour lutter contre les changements climatiques.